la plus grande partie du XIIe siècle, les moines ont été les promoteurs du grand art. Mais peu à peu, le foyer le plus actif de la création artistique, le lieu des découvertes, l'avant-garde de l'invention, s'est transporté ailleurs. Bien sûr, le grand art restait un art sacré. Tout était concentré pour orner l'espace de la prière. Mais cet effort n'était plus conduit dans les monastères, dans le cloître, dans la basilique monastique. Il était conduit dans la cathédrale. Et pourquoi ? Parce que le monde avait changé. Ouverture sur la vie. Non plus ce repli dans cette coquille, le monastère, mais travail dans la vie. Et l'agent de ce travail, c'était le clergé. Les dirigeants de cette action, c'étaient les évêques et la cathédrale et l'église de l'évêque. Il y a donc une église par cité, puisqu'il y a, c'est un vestige du premier christianisme, un évêque dans chaque cité romaine, et là seulement. Donc, ce que l'art des cathédrales signifie d'abord en Europe, c'est la renaissance de la ville, c'est la prospérité urbaine. Parmi tous les vitraux, combien furent offerts par les corporations de travailleurs, non pas des paysans, des gens de métier. Des hommes qui travaillaient dans la ville, dans ces faubourgs sans cesse plus peuplés, qui travaillaient la laine, le cuir, les métaux. Ces hommes qui vendaient les belles draperies, les bijoux, qui couraient de foire en caravane. Et ces travailleurs ont voulu que dans l'église de leur ville, sur les baies traversées par la lumière de Dieu, soient représentés les gestes et les outils de leur labeur. Et la cathédrale les rassemble tous. Elle est assez vaste aux grandes fêtes pour accueillir toute la population de la ville. Et les bourgeois n'entrent pas dans la cathédrale seulement pour prier. Les associations de métiers s'y réunissent et la commune tout entière pour ses assemblées civiles. La cathédrale est la maison du peuple citadin. Les tours de la cathédrale dominent la ville. La cathédrale veille sur la sécurité du commerce et son vaisseau offre le seul espace couvert au centre de l'agglomération qui, en dehors d'elle, n'est que fouillis de ruelles, de cloaques et de porcheries. Agglomération concentrée, pressée. Petite ville à nos yeux, combien d'hommes vivaient rassemblés à Laon au XIIe siècle lorsque la cathédrale fut construite? Quelques milliers seulement, 10 000 peut-être. Mais riches, d'une richesse nouvelle, monétaire. Bien sûr, il ne faut pas oublier que la vitalité urbaine naissait de la vitalité rurale, que la campagne toujours active, le XIIe siècle, est le grand moment des défrichements, l'époque où se crée vraiment le paysage que nous voyons encore. La campagne ravitaillait la ville en hommes, en immigrants, elle la nourrissait, elle lui fournissait toutes ses matières premières. La source de la richesse bourgeoise était là, dans les champs, et les bœufs que l'on plaça tutélaires sur les tours de Laon ne sont-ils pas comme un hommage rendu aux travailleurs rustiques? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'argent, les innombrables pièces de monnaie qui furent dépensées pour bâtir les cathédrales, ont été gagnés par la peine, par la fatigue et par les conquêtes paysannes.
La renaissance urbaine est comme l'efflorescence de la prospérité du plat pays. Mais, à l'égard du plat pays, les villes ont marqué leur distance. Elles se sont voulues séparer, un monde à part. Déjà, le mépris du bourgeois pour le rustre. Un monde différent est d'abord retranché, des murailles, et les plus modernes, dotés de tous les perfectionnements qui affectent à ce moment-là l'architecture militaire aussi bien que l'architecture des églises. Un enclos, des portes que l'on ferme soigneusement le soir. Et la ville est d'abord cela, un château plus grand que les autres. Et au départ, les négociants, les artisans, qu'étaient-ils, sinon les domestiques spécialisés des seigneurs de la cité? Protection. Protection parce que la richesse accumulée dans la ville est tentante. Le premier souci du roi Philippe Auguste, par exemple, a été d'entourer de murs Paris qu'il aimait et d'où il tirait la plupart de ses ressources. Et lorsque son petit-fils Saint-Louis fonda Aigues-Mortes, à ce moment-là sur la mer, pour s'embarquer vers la Terre Sainte, il a fait d'abord bâtir l'enceinte. Une forteresse gardée jalousement. Mais communicant, carrefour. La ville vit de cela, vit du trafic, vit du commerce, de tous les commerces. Elle abrite des prêtres, des guerriers, mais ceux qui l'animent et qui parfois la dirigent seuls, ce sont les hommes d'affaires. Et convergence par conséquent de voies fluviales les plus commodes à cette époque, mais aussi de routes de terre. La ville, c'est une muraille, mais la ville, c'est aussi le pont. Le pont est passage, mais il est aussi barrage, défense. Les ponts de Paris que montre cette miniature du XIIIe siècle, illustrant une vie de Saint-Denis, avaient au Xe siècle sauvé la ville des incursions normandes. Et 300 ans plus tard, ils demeuraient défendus. À leur entrée, de part et d'autre, un ensemble fortifié, un petit château, un châtelet. Et les arches encombrées de moulins parce qu'il faut aussi profiter de l'énergie de l'eau courante. Si bien qu'à Paris, les barques ne passaient pas. Il fallait débarquer sur la place de Grève les tonneaux de vin qui venaient du pays d'Auxerre et puis les transborder et les embarquer de l'autre côté du pont sur d'autres navires. Donc, le pont, le lieu le plus sûr de la ville, couvert de maisons, comme l'est encore aujourd'hui le Ponte Vecchio de Florence, et le plus vif de l'animation urbaine sur le pont. Animation batelière, les maîtres de la fortune parisienne au XIIIe siècle sont ceux que l'on appelle les marchands de l'eau, les armateurs. Et lorsque la ville s'est donné des armoiries parlantes, elle a choisi précisément le navire. Grouillement intense, autant qu'aujourd'hui sur le Grand Canal de Venise. La cité, lieu d'abondance, et puis tous les charrois modernes, les chevaux attelés du collier d'épaule, cette invention du Moyen-Âge. Tout l'apport incessant quotidien de la paysannerie nourricière et toutes ces denrées élaborées dans les échoppes
d'artisans. La cité est lieu de plaisir, lieu de perdition pour les clercs des cathédrales, contaminés par tous les vices, par l'amour de l'argent, la cupidité, la luxure. Mais parce que la ville est l'endroit où la vie est belle, les nobles ont quitté leur demeure des champs. Le rêve des chevaliers, c'est de séjourner là, d'y venir au moins de temps en temps. Plaisir, opulence. Mais également l'extrême misère. Les laissés pour compte de la croissance, les migrants aux mains vides, et les malchanceux, les éclopés, les malades, les pauvres. Et dans l'espace urbain, dans cette société diverse, mouvante, la découverte bouleversante de l'indigence. Elle était amortie dans le monde rural par toutes les solidarités villageoises, et dans la ville, elle s'étale au grand jour. Et par conséquent, la mauvaise conscience de gens trop riches, des changeurs, des banquiers, qui ont leur boutique aussi sur le pont, sur le grand pont de Paris, le pont au change, comme ont leur boutique sur le petit pont les intellectuels, les professeurs, les maîtres.